Sir Duncan! My Lord Father says I am to serve you. Le dernier épisode de A Knight of the Seven Kingdoms pullule d'easter eggs et de références à Game of Thrones. Et les voici. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. C'est presque irréel, mais la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms est déjà terminée. Les 6 épisodes ont donné vie avec brio à la nouvelle de George R. Martin. La série a exploré les personnages et leurs relations bien plus en profondeur que le court roman, grâce à des interprétations magistrales d'acteurs talentueux, des costumes impeccables, des cascades spectaculaires, une écriture brillante et un décor de tournoi d'un réalisme saisissant, qui semblait prendre vie sous nos yeux. Il y a eu aussi énormément de easter eggs et de références. Dans le dernier épisode, la série a troqué les coups et le sang de l'épisode 5 contre beaucoup plus de calme, mais le final de sa première saison n'a pas pour autant négligé les références au royaume. Le dernier épisode regorgé de clins d'œil à la saga Le Trône de Fer de George R. Martin. Voici la liste complète des références, termes et éléments du lore issus de Game of Thrones, House of the Dragon et de l'histoire de Westeros dans le 6e épisode. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur la chanson de Sir Harlan dans l'épisode 5 qui a été traduite. À un moment de l'épisode 5, Sir Harlan se mit à chanter une chanson qui, aux premiers abords, semblait incompréhensible. Sir Harlan étant connu pour apprécier la boisson forte, on aurait pu pardonner aux fans de penser qu'il émettait simplement des sons aléatoires. Mais il s'avérait qu'il chantait en Dothraki, la langue des seigneurs cavaliers d'au-delà du détroit. On avait souvent entendu le Dothraki, notamment parlé par le seigneur de guerre Khal Drogo et son épouse Daenerys Targaryen. On ignore où Sir Harlan a appris cette chanson, mais un chevalier aussi voyageur a certainement passé du temps avec les Dothraki. David J. Peterson est un créateur de langues professionnelles, c'est-à-dire quelqu'un qui conçoit des langues fictives pour le cinéma et la télévision. Pour Game of Thrones, il a créé le Dothraki ainsi que le Haut-Valérien, également parlé dans la série dérivée House of the Dragon. Nous n'avions pas entendu parler de sa participation dans A Knight of Seven Kingdoms, mais ayant déjà travaillé pour Game of Thrones, il est logique qu'il ait mis à profit ses talents si particuliers dans ce projet. Peterson a publié une traduction du chant de Sir Harlan, et la voici. Les liens de la mort m'ont enlacé, des hommes impies m'ont effrayé, les liens de l'enfer m'entourent, les douleurs de la mort m'ont empêché de mourir. Dans ma détresse, je t'ai invoqué, ô grand étalon, digne de louange, ainsi serais-je sauvé de mon puissant ennemi, réduis-les en poussière sous le vent, je chasserai le mal comme la saleté des rues. Le courage est mon salut, la miséricorde est ma lumière, rends mes pieds agiles comme ceux des biches afin que mon pas ne trébuche pas. Rends-moi ma force afin que je détruise ceux qui me haïssent. Je chasserai le mal comme la saleté des rues, le courage est mon salut, la miséricorde est ma lumière. La chanson fait référence à la mythologie Dothraki, notamment au Grand Étalon, et est globalement assez intense. On peut se demander si Dunk a appris quelques mots de Dothraki auprès de Sir Harlan durant leur séjour ensemble. Nous le découvrirons peut-être lors de la seconde saison, ou peut-être plus tard. L'échec de la tentative de Lord Lionel Baratheon de recruter Sir Duncan à son service à Accalmie prévoyait une visite conjointe sur l'île de Tarf. Cette magnifique île du détroit se situe au large du château de Lionel. On l'appelle l'île aux saphirs, mais comme le savent les fans de Game of Thrones, ce n'est pas parce qu'elle regorge de pierres précieuses. Son surnom lui vient de la couleur bleu cristal de ses eaux. Tarf abrite également l'un des plus importants bannerets de la maison Baratheon, la noble maison Tarf. C'est aussi la future demeure de Brienne, probable descendante de Sir Duncan le Grand. C'est ce qui a donné à la brève mention de cette île par Lionel que Jaime Lannister a aperçu loin depuis un navire dans Game of Thrones, bien plus qu'une simple référence amusante. Au lieu d'une expression plus courante, Lionel Baratheon, exaspéré, s'exclama « Puissent les autres me châtrer ?» Les autres désignent les marcheurs blancs dans la saga Le Trône de Fer de George R. Martin. Une guerre se prépare. Ces mots semblaient bien étranges de la part de Lionel Baratheon, adressés à un simple chevalier errant. Quelle guerre ? Contre qui ? Le royaume, malgré des rancœurs persistantes, avait connu une paix relative pendant 15 ans avant le tournoi de Sandregué. Certes, quelques troupes feu noir avaient fui par le détroit après la bataille d'Herbe Rouge, mais elles ne semblaient pas représenter une menace sérieuse. Alors, quelle guerre Lionel pressent-il ? Une guerre contre les autres, auquel il faisait allusion quelques instants auparavant ? Peu probable, car à cette époque, personne à Westeros ne croyait aux marcheurs blancs. 100 ans plus tard, malgré de nombreux témoignages crédibles, on n'y croira toujours pas. Alors, Lord Baratheon voulait-il dire la guerre approche au sens large ?
Certainement, il évoquait peut-être l'apparente inévitabilité d'un conflit, car il est avide d'action. Ou peut-être réalisait-il simplement qu'une nouvelle bataille se profile toujours à l'horizon à Westeros. Dans le royaume, la paix est toujours fragile et éphémère. Ou alors, il voulait dire que les grandes maisons de Westeros en ont assez de leurs souverains étrangers qui les font constamment massacrer dans des guerres civiles. C'est pourquoi un bon dragon est un dragon mort. La première saison de la série a montré à quel point la maison Targaryen est devenue impopulaire à ce stade de l'histoire. C'était une chose quand ils étaient seigneurs de dragons. Sans ces créatures magiques, ce ne sont que des hommes et des femmes ordinaires dont les querelles familiales entraînent la mort de leurs partisans. Plus tôt dans la série, Raymond Fossauvois a clairement fait part à Dunk de son opinion sur la maison Targaryen. Ce sont des étrangers incestueux, Duncan, des sorciers du sang et des tyrans qui ont brûlé nos terres, réduit notre peuple en esclavage, nous ont entraînés dans leur guerre sans le moindre respect pour chaque histoire ou nos coutumes. Chaque morveux aux cheveux pâles qu'ils nous ont imposés a été plus fou que le précédent. Dieu seul sait comment. Son cousin Stéphane a également déclaré être convaincu que sa famille survivrait aux Targaryens. Et il aura raison un siècle plus tard lorsque la rébellion de Robert s'emparera du trône de fer et laissera la maison Targaryen au bord de l'anéantissement. La guerre de ses descendants pourrait bien être celle que Lionel pressent, même s'il ignore quand et comment elle éclatera. Les seigneurs de Westeros en avaient visiblement assez de la maison Targaryen et de ses nombreux, mais pas tous, souverains tyranniques. Avant même que Rhaegar n'enlève Lyanna Stark, certains indices laissaient présager que les grandes maisons agissaient pour se débarrasser des seigneurs dragons. Une théorie populaire et captivante, issue de la saga Le Trône de Fer, suggère que de nombreuses grandes maisons prévoyaient de se révolter contre le Trône de Fer et avaient déjà commencé à s'unir contre la maison Targaryen. Habituellement, les grandes maisons s'alliaient par mariage avec leurs bannerets pour renforcer leurs liens et maintenir leur pouvoir. Les 7 couronnes ont toujours eu tendance à être repliées sur elles-mêmes, mais voilà que, de façon tout à fait inexplicable, Rickon Stark fiança son aîné à une fille de la maison Tully. Il envoya son second fils en éducation chez Lord John Arryn, dans le Val d'Arryn. Là, Ned Stark rencontra un autre enfant, Robert. Ce dernier fut ensuite fiancé à Lyanna Stark. Alors, pourquoi ces grandes maisons, puissantes et influentes, se mirent-elles soudainement à agir de façon si inhabituelle? Quelle raison avaient-elles de s'allier par le mariage et l'adoption, alors qu'elles ne faisaient presque jamais? Certains pensent que c'était pour les unir par les liens du sang. Ned et Robert finirent par s'aimer comme des frères, afin qu'ils puissent se soulever ensemble contre la couronne. C'est exactement ce qui s'est passé, mais pas quand ni comme il avait prévu. Les sœurs silencieuses, un ordre de femmes appartenant à la foi des 7, prirent soin du corps de Baelor puis recueillirent ses cendres après sa crémation. À chaque décès d'un adepte des nouveaux dieux de Westeros, ce groupe de femmes dévouées, liées par des vœux de silence et de chasteté, préparait le corps pour ses funérailles. Elles apparurent pour la première fois dans le pilote de Game of Thrones lors des funérailles de Jon Arryn. Contrairement aux septa qui veillent sur les vivants, les instruisent et les punissent, les sœurs silencieuses servent l'étranger. Leur mode de vie spartiate et leur devoir solennel expliqueraient pourquoi certaines femmes sont envoyées dans cet ordre pieux à titre de punition. Elles portent des robes et se couvrent le visage. Ils portent malheur de regarder la mort en face. Dans la série de HBO, elles arborent également une bannière des 7 dans le dos, encadrant leur tête. Elles incarnent dans leur silence la fatalité de la mort pour tout homme. La maison Fossauvois se scinda en 2 branches distinctes lors du tournoi de Sandregué. Raymond marqua sa rupture avec son cousin durant le jugement des 7 en adoptant sa propre version du blason familial. Au lieu d'arborer la traditionnelle pomme rouge de la maison Fossauvois, il peignit son bouclier d'une pomme verte. Après Sandregué, chaque branche prêta toujours allégeance à la maison Tyrell, mais chacune se distinguait par un surnom coloré. La branche de Cidre est connue sous le nom de Fossauvois à la pomme rouge, celle de la branche New Barrel sous celui de Fossauvois à la pomme verte. Feu Sir Harlan, véritable héros, était originaire de Pénitrie, dans les Conflans, entre 2 collines surnommées les Tits. Ce grand village se situe également entre les terres disputées des maisons Bracken et Nerbosque. La querelle millénaire entre ces 2 familles est un thème récurrent dans House of the Dragon. La proximité du village avec ses factions belligérantes explique peut-être pourquoi le bastion de Pénitrie est doté d'épées murs de pierre de près de 4 mètres de haut. Les habitants s'y réfugient rapidement au moindre signe de menace. Pénitrie bénéficie également d'une protection, sans toutefois être totalement à l'abri, grâce à son statut de fief royal. Sir Harlan raconta à Dunk la belle et triste tradition de son village, qui lui donne son nom. Avant de partir à la guerre, les soldats plantent une pièce de cuivre dans un grand chêne. S'ils ne reviennent pas, la pièce y restera à jamais. La moitié des Targaryens ont sombré dans la folie, n'est-ce pas?
Comment dit-on déjà? À chaque naissance d'un Targaryen, les dieux tirent à pile ou face. Dixit Cersei Lannister. Les seigneurs dragons de Westeros avaient la réputation d'être une famille à la folie exacerbée. Ce fut assurément le cas pour le dernier roi de la maison Targaryen, Aerys II. C'était un jeune homme charmant qui ne laissait rien paraître de ses troubles mentaux, si ce n'est son tempérament colérique. Plus tard, il mérita pleinement le surnom de roi fou. D'autres membres notables de la maison Targaryen, qui pratiquaient fréquemment les mariages consanguins pour préserver la pureté de sa lignée, présentèrent également des signes évidents de troubles mentaux. Mais souvent, cette folie n'était en réalité qu'un mauvais comportement de la part d'un groupe de membres de la famille royale repliés sur eux-mêmes et se complaisant dans leur pouvoir. Et dans le dernier épisode de la première saison de A Knight of the Seven Kingdoms, le prince d'Aeron remit en question le bien fondé de ce vieil adage concernant sa famille. Il confia à Sir Duncan qu'il était possible que les dieux rendent certains membres de la famille fous, mais que son ignoble frère Aerion n'était certainement pas né monstre. Enfant, il aimait pécher. Ce n'est qu'après avoir été transformé en homme qu'Aerion devint un monstre. Daeron affirmait que c'était l'éducation et non la nature, autrement dit les dieux, qui étaient responsables des écarts de conduite de sa famille. L'argument était convaincant, il a même poussé Sir Duncan le Grand à accepter œuf comme écuyer sans prendre en compte le tirage au sort auquel tous les membres de la maison Targaryen sont inévitablement confrontés. Désormais, Dunk doit simplement veiller à ce que le jeune Targaryen, sujet à des excès de colère, ne devienne pas comme son frère aîné. Et c'était la dernière vidéo des easter eggs et références dans la série A Knight of Seven Kingdoms. Maintenant, vivement House of the Dragon. On se retrouve donc en juin ou en juillet. Bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.